Retour à Nîmes maintenant dans Territoire, dans le quartier Gambetta. Clément Bonnet, à l'initiative de l'association Le Réservoir à Souvenirs, aidé de Capucine Tible, médiatrice culturelle, et d'Elian Zaouch, historien, a recueilli les souvenirs des habitants de ce quartier populaire nîmois en compagnie de Pablo Da Silva, ingénieur du son sur le projet. Il revient pour nous sur sa rencontre avec les habitants et sur sa technique d'enregistrement de leurs souvenirs. Toute l'idée, c'était de mettre en place une procédure. Et donc on a commencé par chercher un micro qui serait adapté à nos besoins. C'est-à-dire qu'on voulait, pour pouvoir avoir un résultat homogène, un micro qui soit proche de la personne, qu'on n'entende pas trop la pièce, et pouvoir avoir un résultat homogène sur tous les souvenirs. On a aussi cherché à avoir quelque chose avec lequel les gens soient à l'aise. Donc ils oublient un petit peu le micro. Ils oublient le micro, ouais. Donc ça, au final, on s'est rendu compte que, en faisant tous nos tests de micro, on a testé une dizaine de micros dans diverses situations, etc. On s'est rendu compte que celui qu'on préférait, celui qui marchait le mieux, c'était un micro à peu près gros comme ça, qui doit être situé à environ 10 cm. Donc pas très discret en fait. Et voilà. Et du coup, ensuite, la problématique qui s'est posée, c'est de rendre... que les gens soient pas intimidés par ça. Et donc de mettre une procédure d'échange entre nous et de savoir les mettre à l'aise, etc. Et en fait, c'est quelque chose qui s'est fait assez naturellement. On est assez vite parvenu à les mettre à l'aise avec ça, quoi. Et ce qu'on pensait être un vrai problème, au final, ne l'est pas tant que ça. Dans la région lyonnaise, on appelle cela un mâchon. À Nîmes, bon, casse-croûte, on disait. Alors souvent, c'était de la charcuterie, arrosé d'un bon verre donc de vin. Par exemple, lorsque moi je vendais, on disait que c'était des petits vins légers. Effectivement, ils étaient très légers. Et pour l'enregistrement, vous avez vraiment travaillé en binôme avec Clément. Vous étiez tous les deux pour la prise de son en général. Ouais, voilà. Donc après, c'est Clément, du coup, comme c'est lui qui gère le projet, qui planifie les entretiens, etc. Et sur le moment, voilà, on est deux, moi qui fais la prise de son, et puis on pose tous les deux les questions, etc. Après, voilà, par exemple, aussi sur la prise de son, ce qui se passe au niveau de notre mode opératoire, quoi, on essaye de pas trop poser de questions pour avoir un maximum de souvenirs de l'habitant qui puisse vraiment s'exprimer sur la durée sans qu'on soit tout le temps en train de lui poser des questions. Ça, c'était une partie assez difficile, selon les personnes, à mettre en place, quoi. Parce qu'il y en a beaucoup qui attendent la question pour raconter, etc. Et nous, on leur explique tout le temps qu'il faut vraiment qu'ils se laissent aller et qu'ils racontent comme ils le sentent, quoi. Imaginez que tous les rez-de-chaussée étaient occupés par des cafés, où bien sûr, il y avait beaucoup de consommateurs. C'était un peu de façon de... Alors, on venait surtout... D'abord, ces paysans venaient y prendre leur petit... C'était environ 1 heure à 2 heures chez les personnes. Et après, vous gardez 2 minutes. C'est un gros travail de montage. C'est ça. Alors, ouais, il y a un gros travail de montage. C'est beaucoup Clément qui le fait sur mes conseils à la base, etc., quoi. Après, quand on dit qu'on garde 2 minutes, souvent, l'idée, c'est de faire des formats 2 minutes. Donc, on peut avoir plusieurs formats 2 minutes par personne. C'est la même histoire, finalement. Voilà. Après, on monte pas beaucoup, c'est-à-dire qu'on ne déforme pas les histoires, etc. On enlève juste les E, les A, tout ce genre de choses qui perturbent un peu, voilà. Et pour essayer de rendre le truc dynamique, parce que voilà, si c'est du format 2 minutes, faut que ce soit vraiment dynamique et qu'on s'embête pas en l'écoutant. Mais la plupart du temps, on a souvent, voilà, il y a beaucoup d'éléments de transition, les gens parlent, ils nous racontent des choses, etc. Et il y a des moments où ils vont raconter vraiment une anecdote entière et au final, on a juste à couper ça, enlever quelques petits blancs et on s'en sort bien. En fait, ils étaient très forts alors pour raconter leur histoire. Finalement, ils s'en sont bien sortis. Oui, dès qu'ils sont lancés en confiance et qu'ils partent vraiment dans une anecdote, à partir du moment où ils sont vraiment libérés, où ils racontent leurs souvenirs. Ça paraît naturel et c'est ça qu'on cherche de toute façon. J'avais demandé au directeur la possibilité de créer un atelier d'écriture. Il a poussé des cris d'orfraie en disant « Mais vous êtes fous, vous voulez apprendre la poésie à ces voyous ?» J'ai dit « Non, pour moi, ce sont des hommes. » Et dans la poésie, peut-être peuvent-ils trouver des accents de vérité et s'exprimer eux-mêmes. Alors au début, j'en avais 3. Et 2 mois après, ils étaient 22. Ça me donnait beaucoup de consolation et ça leur donnait beaucoup de consolation. Parce ils voyaient qu'ils étaient capables de quelque chose. Qu'ils créaient avec leur tripes.
Et ça, je leur ai inculqué. L'espèce de jouissance mentale qu'ils éprouveraient le soir en s'endormant sur leur paillasse, d'avoir créé un beau vers, ou un bout de poésie. Autre poste dans le territoire, direction les gorges de la Cèze sur le plateau de Méjeanne-le-Clap pour une balade souterraine à la découverte des merveilles de la grotte de la Salamandre. Sur la liste des plus belles grottes du Languedoc-Roussillon vient s'y inscrire désormais celle de la Salamandre, découverte à la fin des années 60 par 2 amis spéléologues. J'ai découvert la vallée de la Salamandre en 69. Il faut imaginer qu'à l'époque, on utilisait une technique qui est plus courte de nos jours, c'est on descendait aux échelles, des échelles métalliques. Donc il y avait quelqu'un qui d'en haut assurait la personne qui descendait sur les échelles et qui restait d'ailleurs en surface, puisqu'il fallait qu'il relance la corde pour pouvoir nous assurer pour la remonter. Et donc c'était physiquement assez compliqué. Regardez la descente, c'est un puits de 50 mètres qui crève le plafond à 30 mètres du sol. Donc on descend la première partie du puits contre paroi, et puis d'un seul coup, il n'y a plus de paroi. Et c'est un énorme vide qui s'ouvre devant nous. Donc là, on se rend compte que la salle est très grande. Quelques années après sa découverte, Daniel Lelièvre abandonne sur Paris ses activités d'informatique et achète la grotte sous les conseils de son ami Pierre, conscient du potentiel touristique du lieu. Avec le temps, les 2 associés aménagent le site pour l'ouvrir au public en 2013. À l'époque, je dois dire que j'avais pas perçu les qualités touristiques de la grotte. Pour moi, c'était simplement un grand volume énorme et surtout beaucoup d'adrénaline lorsque nous descendions le puits en rappel. Donc c'est pour ça qu'on visitait la grotte de la Salamandre beaucoup plus que pour sa beauté intrinsèque on n'était pas capable d'éclairer avec les petites sources de lumière que nous avons sur la tête quand on est spéléologue. Malgré de nombreux points communs géologiques avec ses consoeurs, la grotte de la Salamandre se démarque toutefois par des distinctions bien particulières. On peut dire que géologiquement, la Grande Salamandre ressemble à sa sœur, la Veine d'Orniac, puisqu'on est à peu près dans les mêmes périodes de creusement et on est dans les mêmes calcaires, mais l'organisation générale est différente. Je dirais que la particularité de la Grande Salamandre, c'est le fait qu'on est dans une très grande salle qui est vide au milieu, contrairement à Orniac par exemple, où c'est une succession de salles où on descend très bas, puisqu'on descend à moins 120, c'est pour ça qu'il y a un ascenseur pour remonter, alors que la Grande Salamandre, on a une vue générale de la salle, puisqu'il n'y a pas de grosses concrétions au milieu. Les concrétions font une espèce de mur tout autour. La vue générale de la salle est particulière. La deuxième spécificité, elle est dans la réalisation que nous avons conçue, avec des cheminements justement qui profitent de ces atouts, c'est-à-dire où le cheminement fait le tour de la cavité en passant au plus près des concrétions. On dit qu'on est dans l'intimité en quelque sorte de la grotte. Et puis après, c'est plus dans le détail, c'est-à-dire le soin qu'on a apporté à la sécurité, à la qualité de l'éclairage, la production d'énergie qui est quand même une spécificité importante de la grotte, puisqu'on a la première grotte européenne importante à être éclairée par le soleil entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a des panneaux photovoltaïques à l'extérieur qui produisent toute l'énergie consommée par la grotte. Donc on a une grotte qui n'est pas éclairée par de l'énergie nucléaire, mais par de l'énergie solaire.
Une des particularités de la Grande Salamandre, c'est l'effondrement des gros piliers qui sont dus ou à un séisme ou, alors c'est un peu technique d'expliquer ça, c'est un soutirage. C'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'à un moment, la grotte a été occupée par un plancher avec énormément de quantité d'argile. La concrétion se dépose lentement, ça fait des planchers, ce qu'on appelle des planchers stalagmitiques. Puis une deuxième phase, beaucoup plus humide, fait qu'il y a des grosses arrivées d'eau. L'argile est aspirée et emportée par l'eau. Et vous avez des gros planchers qui se retrouvent suspendus en l'air, puisque l'argile sur laquelle ces planchers étaient a disparu. Et il y a rupture. Le plancher se retrouvant dans le vide. Le plancher cède. Les concrétions qui étaient sur ce plancher basculent. Et puis il a pu y avoir un entraînement. Un gros pilier tombe. L'onde de choc en emporte d'autres. Mais bon, il y a 2 ans, on a eu une secousse sismique ici. Moi, je pense personnellement qu'il y a plus de chances que ce soit un séisme qui ait provoqué la chute des concrétions. L'annonce de la mise à jour de la grotte de la Salamandre se répand en France et en Europe comme une traînée de poudre. Les expéditions scientifiques successives dégradent le site et finissent à la longue par le polluer. Un problème encore traité aujourd'hui, loin d'être achevé par le directeur technique. J'ai connu cette grotte avant une grosse fréquentation de spéléo. Bon, c'est vrai que les éclairages de l'époque, l'acétylène, tout ça, ont fait qu'on ne voyait pas très bien. Mais si on regarde bien toutes les vidéos qui ont été faites sur la Grande Salamandre, les spéléos sont toujours dans les concrétions. Il n'y a pas une photo de la Grande Salamandre où les spéléos ne sont pas, voilà, sur la concrétion. Et en réalité, on a sali cette cavité. On l'a, et moi j'avais un rêve depuis des années, c'était de karchériser la Grande Salamandre. Parce que je trouvais ça aberrant qu'on soit tout le temps en train de monter sur les concrétions. Et depuis que je joue avec un karcher dans la Grande Salamandre, parce que c'est ça que ça m'a permis de faire, et ben voilà les vraies couleurs. Parce que pas un spéléo n'a vu les couleurs de la Grande Salamandre. On a des éclairages à LED qui d'abord consomment peu et surtout restituent une lumière beaucoup plus naturelle. Avec ses 30 mètres de haut et ses 100 mètres de diamètre, la grotte de la Salamandre invite le visiteur à découvrir ses multiples concrétions mises en scène en 12 tableaux son et lumière. Une autre activité pourrait aussi vous séduire, celle de la descente en rappel par le puits d'entrée naturel du site. Émotion et adrénaline garanties. Retour à Nîmes, dans le quartier Gambetta. Clément Bonnet, à l'initiative de l'association Le Réservoir à Souvenirs, a recueilli les souvenirs des habitants de ce quartier populaire nîmois en compagnie de Pablo da Silva. Beaucoup de débrouillardise d'entraide ont permis de mettre en place ce projet ambitieux et fédérateur. Le Réservoir à Souvenirs. Pour la petite histoire. Là, il y a un blog où, du coup, on peut suivre le projet sur le site. C'est le réservoir. Là, tu vas aller là, toi. De Nîmes, le Crous de Montpellier et la ville de Nîmes ont aidé l'association financièrement, mais ce n'est pas suffisant pour mener à bien le projet dans toute sa finalité. Vous pouvez vous aussi aider l'association via un don sur leur site internet. Le Réservoir à Souvenirs a besoin d'argent pour créer les supports, plaques en bois sculptés et panneaux explicatifs. Pour écouter ces souvenirs, il faudra attendre le mois de septembre, date à laquelle tout devrait être installé dans le quartier. Clément Bonnet et son équipe ne comptent pas s'arrêter là et souhaitent bien élargir l'idée à d'autres quartiers, d'autres villes, d'autres départements.
Le quartier Gambetta est donc le pilote de toute cette histoire riche de souvenirs qu'il reste à raconter. J'ai des souvenirs de printemps, des souvenirs d'été, avec des souvenirs bruyants et colorés. C'est la fin de ce territoire. Merci à tous les participants à cette émission. Vous pouvez suivre le projet emmené par Clément Bonnet sur le réservoirassouvenir.com. Bon week-end à tous, bonne semaine et à très bientôt sur TV Sud et LCM.